Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Ce soir, notre voyage nous mène vers un archipel où les montagnes semblent vivantes, où les rivières observent ceux qui s'en approchent, et où le vent transporte parfois des murmures que seuls les anciens savent entendre. Ici, le monde visible n'est jamais seul, et chaque sentier peut mener à une rencontre inattendue. Dans ces terres de brume et de forêts profondes, les esprits partagent l'espace des hommes. Certains protègent, d'autres éprouvent, et quelques-uns rappellent que l'équilibre est fragile. Les guerriers y forgent leur honneur autant que leur légende, tandis que des ombres anciennes veillent depuis les montagnes, les rivières et les champs oubliés. Écoutez attentivement ces récits venus d'un autre temps. Ils parlent de courage, de ruse, de respect et de peur, mais surtout de cette frontière invisible où le réel s'efface pour laisser place au mythe. Ce soir, laissez derrière vous le monde ordinaire et entrons dans les légendes japonaises. Dans les rivières calmes et les étangs oubliés du Japon ancien, il est une présence que l'on ne voit jamais longtemps, mais que l'on sent aussitôt. Un frisson sur l'eau immobile, une ondulation contre le courant, comme si la rivière elle-même attendait quelque chose. Là vit le kappa, esprit ancien des eaux douces, à la fois farceur, dangereux et profondément lié à l'équilibre du monde. On le décrit de petite taille, au corps couvert d'écailles, avec un visage presque enfantin et une carapace semblable à celle d'une tortue. Mais ce sont ses yeux qui troublent le plus, vifs, intelligents, toujours attentifs. Sur son crâne repose une cavité remplie d'eau, source de sa force. Tant que cette eau demeure, le kappa est rapide, puissant et insaisissable. Le kappa aime observer les humains. Il se cache sous la surface, suit les pêcheurs, épie les enfants qui jouent au bord des rivières. Parfois, il se contente de plaisanteries cruelles. Il renverse une barque, tire sur un pied imprudent, éclabousse un voyageur trop confiant. Mais lorsque le respect disparaît, lorsque l'homme oublie que la rivière n'est pas qu'un simple chemin d'eau, le kappa peut devenir dangereux. Les anciens racontent qu'il attire parfois ses victimes dans les profondeurs, là où la lumière se brise et où les cris se noient. Pourtant, le kappa n'est pas un monstre sans règles. Il respecte les traditions et les gestes anciens. On dit qu'un simple salut, une révérence sincère, peut le contraindre à rendre la politesse. En s'inclinant, il renverse l'eau de son crâne, perdant aussitôt sa force et révélant sa vulnérabilité. Ainsi, le kappa enseigne une leçon silencieuse. Il rappelle que la nature observe ceux qui la traversent, qu'elle récompense parfois l'humilité et, toujours, punit l'arrogance. Il n'est ni entièrement malveillant, ni véritablement bienveillant. Il est le gardien capricieux des eaux, le reflet d'un monde où l'homme n'est jamais maître, il est seulement l'invité. Encore aujourd'hui, près des rivières japonaises, certains évitent de rire trop fort ou de troubler l'eau sans raison, car sous la surface tranquille, peut-être qu'un regard ancien attend, prêt à rappeler que même les lieux les plus paisibles abritent des esprits qu'il vaut mieux saluer que provoquer. Dans les villages côtiers et le long des rivières tranquilles, lorsque l'aube se lève sur des filets de pêche mystérieusement déchirés, les anciens savent que la cause n'est ni le courant, ni le passage d'un animal ordinaire. Dans le silence de la nuit, une présence discrète s'est glissée entre les cordes tendues et les nœuds patiemment noués.
Son nom est l'Amikiri. L'Amikiri n'est pas une créature qu'on l'on voit souvent. Il se déplace sans bruit, volant dans l'air, presque nageant, avec respect, laissant derrière lui des filets tranchés, nets, comme découpés par une lame invisible. On le décrit comme un yokai, aux pattes fines et articulées semblables à celles d'un insecte, armé de griffes aussi précises que redoutables. Il est dit que l'Amikiri ressemble à un croisement entre un oiseau, un homard et un serpent. Son corps est léger, son regard est vif, toujours en mouvement, toujours en alerte. Contrairement à d'autres esprits plus cruels, l'Amikiri ne s'attaque pas aux hommes. Il ne blesse pas, il ne tue pas. Il ne cherche ni la peur, ni la souffrance. Son œuvre est plus subtile, presque incompréhensible pour les humains. Il coupe les filets, brise les pièges, défait le travail des hommes sans laisser de traces de violence, comme pour rappeler que la nature n'aime pas être enfermée. Les pêcheurs murmurent qu'un Amikiri apparaît là où l'on abuse des rivières et des côtes, là où l'on prend sans jamais remercier. Les filets trop nombreux, les pièges laissés sans surveillance, attireraient son attention. Dans ces moments-là, ses griffes entrent en action, silencieuses et implacables, libérant poissons et autres créatures prisonnières. Ainsi, l'Amikiri n'est ni un fléau, ni un protecteur. Il est un avertissement discret de la nature, un esprit qui rappelle que chaque geste humain laisse une trace. Il ne punit pas par le sang, mais par la perte, par l'effort rendu vain. Et dans la déchirure d'un filet au matin, il murmure que l'équilibre ne se négocie pas, il se respecte. Lorsque la nuit tombe et que les filets sèchent au vent, certains pêcheurs murmurent encore une prière silencieuse, espérant que leurs gestes seront jugés justes. Car, dans l'ombre, l'Amikiri veille, prêt à trancher ce qui entrave trop lourdement le monde des eaux. Au cœur des guerres qui déchirent le Japon ancien, lorsque les clans s'affrontaient pour l'honneur et la survie, une silhouette se détachait sur les champs de bataille. Elle avançait avec la même assurance que les plus grands guerriers, l'arc tendu, sa lame prête, le regard calme face au chaos. Son nom était Tomoe Gozen. Les chroniques racontent qu'elle servait un grand seigneur, un daimyo, et qu'elle combattait non pas à l'écart, mais au premier rang. À cheval comme à pied, elle maniait le sabre avec une maîtrise redoutable, décochait ses flèches avec une précision implacable et affrontait des adversaires bien plus nombreux sans jamais reculer. Là où le fracas des armes semait la confusion, Tomoe conservait une clarté presque surnaturelle. On dit qu'elle était belle, mais les récits insistent surtout sur sa force et sur sa détermination. Elle incarnait l'idéal du guerrier, loyauté, courage et maîtrise de soi. Sur le champ de bataille, elle ne cherchait ni la gloire ni la peur qu'elle inspirait, seulement à l'accomplissement de son devoir. Ses ennemis, eux, la respectaient, conscients d'affronter une combattante hors du commun. Dans une époque marquée par la violence et l'incertitude, Tomoe Gozen devint un symbole, celui d'un honneur qui ne dépend ni du nombre, ni de l'apparence, mais de la volonté et de l'âme. Elle traversa les batailles comme une tempête maîtrisée, laissant derrière elle des récits où se mêlent admiration et mystère. Lorsque la guerre prit fin et que les chroniques se refermèrent, Tomoe Gozen s'éloigna de l'histoire officielle, comme beaucoup de figures légendaires, mais son nom demeura, transmis de génération en génération, porté par les chants et les récits, murmurés au coin du feu.
Car dans les légendes japonaises, Tomoe Gozen n'est pas seulement une guerrière. Elle est le rappel que, même au cœur du tumulte de la guerre, l'honneur peut prendre 1000 visages et que certaines lames brillent non par leur fureur, mais par la justesse de leur chemin. Dans les montagnes profondes du Japon, là où les sentiers se perdent sous les racines anciennes et où le vent semble murmurer des avertissements, vit une créature que l'on invoque qu'avec prudence. Les voyageurs parlent d'une ombre ailée, d'un éclat rouge dans la brume, d'un rire porté par les hauteurs. C'est le Tengu, esprit des cimes et gardien farouche des forêts. On le décrit tantôt comme un être au visage humain, au long nez proéminent, tantôt comme une silhouette plus aviaire, aux ailes puissantes et au regard perçant. Toujours, il est associé à la montagne, à l'altitude, à ces lieux où l'homme n'est jamais tout à fait chez lui. Le Tengu se déplace avec une agilité surnaturelle, bondissant de rocher en rocher, disparaissant dans un battement d'ailes ou dans un tourbillon de feuilles. Longtemps, il fut craint comme un esprit malveillant, prompt à égarer les voyageurs et à provoquer des tempêtes soudaines ou à se jouer encore de l'orgueil humain. Mais les récits évoluèrent avec le temps. Le Tengu devint aussi un maître sévère, un gardien de savoirs martiaux et spirituels. On raconte qu'il enseigna l'art du sabre à certains guerriers, les éprouvant par des épreuves aussi cruelles qu'instructives. Face au Tengu, l'arrogance est toujours punie. Ceux qui se croient supérieurs à la montagne se perdent dans des sentiers sans fin. En revanche, ceux qui avancent avec respect, humilité et patience peuvent recevoir sa protection ou même son enseignement. Car le Tengu n'est pas l'ennemi de l'homme, mais le juge de son attitude face au monde invisible. Ainsi, le Tengu incarne l'esprit indomptable des montagnes. Il rappelle que la force ne réside pas seulement dans la lame ou les muscles, mais dans la capacité à reconnaître ses propres limites. Et lorsque le vent siffle entre les pins, certains disent encore entendre le battement d'ailes d'un ancien gardien, veillant sur les hauteurs, prêt à éprouver ceux qui osent s'y aventurer. Dans les forêts épaisses et les montagnes reculées du Japon, certains chasseurs refusent de prononcer son nom à voix haute. Ils parlaient d'une présence lourde, d'un pas trop profond pour être simplement celui d'un animal, d'un souffle rauque résonnant entre les troncs. Là où la nature devient plus sombre et plus ancienne, l'Onikuma rôde. L'Onikuma est décrit comme un ours gigantesque, bien plus grand et plus puissant que ceux que l'homme connaît. Mais ce qui glace le sang, ce n'est pas seulement sa taille et sa force. Dans son regard brûle une intelligence inquiétante, presque humaine. Et dans sa silhouette se devine quelque chose de plus ancien, de plus cruel. Certains disent qu'il est habité par l'esprit d'un Oni, un démon sauvage né de la colère et de la violence accumulées dans les montagnes. Contrairement aux bêtes ordinaires, l'Okinuma ne chasse pas seulement pour se nourrir, il défend son territoire avec fureur. Les villages, trop audacieux, les sentiers tracés sans respect, les arbres abattus sans mesure attirent sa colère. Lorsqu'il apparaît, la forêt se tait, les oiseaux disparaissent, le vent s'arrête, et seul demeure le battement de cœur de ceux qui ont eu le malheur de croiser sa route. Les récits racontent que l'Onikuma peut surgir sans bruit, comme si la montagne elle-même lui ouvrait le passage. Ses griffes brisent l'écorce comme du bois mort. Sa force
renverse les rochers et sa rage semble inépuisable. Tant, même face à cette brutalité, l'Onikuma obéit à une logique ancienne. Il frappe lorsque l'équilibre est rompu, lorsque l'homme oublie qu'il n'est qu'un invité sur ces terres. Ainsi, l'Onikuma n'est pas seulement un monstre, il est la colère incarnée dans la montagne, un avertissement vivant adressé à ceux qui confondent domination et coexistence. Et encore aujourd'hui, dans les régions les plus reculées, certains évitent de s'aventurer seuls à la tombée de la nuit. Car lorsque la forêt devient trop silencieuse, il se pourrait que l'ombre de l'Onikuma soit déjà toute proche. Dans les nuits sans lune, lorsque le vent hurle à travers les collines et que les champs restent déserts, certains villageois entendent un craquement sourd qui ne ressemble à rien de connu. Ce n'est ni le pas d'un cheval, ni celui d'un bœuf, ni même le froissement des arbres. C'est le Gashadokuro, géant des ténèbres, formé des ossements de milliers d'âmes oubliées, errant entre le monde des vivants et celui des morts. On le décrit immense, si grand que sa tête pourrait effleurer les étoiles basses, ses mains, longues et osseuses, semblent capables d'engloutir le monde entier. Mais ce qui glace réellement les hommes, ce sont ses yeux, de lueur jaune, froide et perçante, qui paraissent sonder la peur elle-même. Le Gashadokuro n'a pas de voix, et pourtant son approche se fait entendre. Le cliquetis sinistre de ses os qui s'entrechoquent résonne à travers les vallées, annonçant sa venue bien avant qu'il n'apparaisse, plongeant les cœurs dans une terreur muette. On dit que le Gashadokuro naît de la famine, de la guerre ou de la colère des esprits oubliés. Les âmes des morts qui n'ont reçu ni honneur ni sépulture se rassemblent et de leur oubli surgit ce colosse effrayant. Il erre pour rappeler aux vivants que certaines négligences et certains crimes ne s'effacent jamais. Les villages construits sur la mémoire de la violence savent qu'il surgira là où l'injustice et l'oubli persistent. Lorsque le Gashadokuro se met en marche, la terre semble frémir sous ses pas invisibles. Les rivières frissonnent, les feuillages tremblent, et le vent lui-même semble se retenir, de souffler. Il traque les imprudents et les voyageurs solitaires, les engloutissant parfois en un instant, mais toujours avec une logique implacable. Il est l'ombre de la mémoire oubliée, le spectre des vies sacrifiées que le monde a refusé de reconnaître. Les anciens conseillent, pour se protéger, d'agir avec respect et prudence. Évitez de vous aventurer seul la nuit, écoutez le vent et les murmures des collines, honorez les morts et souvenez-vous de leurs histoires. Même une torche portée avec humilité, un pas silencieux ou une prière murmurée peut suffire à détourner son attention. Car le Gashadokuro ne frappe pas sans raison. Il juge, il rappelle, il rend visibles les ombres que l'on croyait effacées. Et lorsque la lune perce enfin les nuages et qu'au petit matin le soleil éclaire et réchauffe les collines, le Gashadokuro disparaît comme une ombre qui se dissipe. Mais son passage laisse toujours un écho, le craquement lointain de ses ossements, le frisson d'une peur ancienne et la certitude que certaines ombres ne meurent jamais. Dans les nuits silencieuses du Japon, le géant de chair et d'os continue de marcher, rappelant que le monde garde toujours une mémoire, et que la frontière entre les vivants et les morts n'est jamais complètement sûre. Voilà qui clôture cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter pour soutenir mon travail.
N'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Partagez en commentaire l'esprit ou la créature japonaise qui vous a le plus captivé et dites-moi laquelle a éveillé votre imagination. Vous pouvez aussi me raconter quel yokai ou héros japonais vous aimez ou lequel ou lesquels vous aimeriez découvrir dans un prochain épisode. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau périple au cœur des légendes et des mystères. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux contes errants.